D'accord, merci beaucoup, Jean-Paul. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc là, nous nous retrouvons pour cette séance pour commenter effectivement l'acte de cession de part de nos deux amis qui sont propriétaires de ce restaurant, qui ont décidé de vendre leur restaurant. Et donc, la formule qui a été choisie, aussi bien par l'acquéreur que par les vendeurs, c'est la vente de la société. On a vu dans les derniers commentaires audio qu'on a pu faire avec le professeur Croze que ce type d'activité faisait plus souvent l'objet d'une vente de fonds de commerce pour des raisons de garantie. Enfin là, on est sur un prix qui est raisonnable et la personne qui achète l'affaire ne recourt pas à un emprunt, puisqu'on est sur une somme, vous le verrez plus tard dans la détermination du prix, d'environ 30 000 euros. Donc on va descendre l'acte, si vous voulez bien, sachant que ce qui va conditionner tout cet acte, c'est la notion d'information qui est donnée à l'acquéreur. Pourquoi? Pour éviter tout contentieux, il faut qu'effectivement on puisse justifier auprès de l'acquéreur que celui-ci a eu toutes les informations qui étaient en notre possession pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir décider d'acheter en connaissance de cause. Bon, donc on revient sur la première page, rien de nouveau si ce n'est que la comparution des parties, comme d'habitude, doit être la plus précise possible. Donc, je vous invite, dans le cas où vous êtes rédacteur de ce type d'acte, à bien vous assurer que les parties qui comparaissent à l'acte sont bien ceux qu'ils prétendent être, et ça, il suffit de vérifier ça en leur demandant leur papier, leur livret de famille ou le cas d'identité. On précise, si vous voulez, un petit peu la terminologie en disant effectivement que lorsqu'on va employer un terme, par exemple comme la société, ce sera la société objet de la cession, c'est la STZEO. Vous aurez, les parts sociales, ça désigne les titres, ou les titres désignent le montant les parts composant le capital. La date de cession, c'est l'acte, le jour de la réitération de l'acte qui emportera transfert à propriété des parts. Date de référence, ce sera la date à laquelle les comptes de référence seront arrêtés, puisqu'on a vu que le prix, lui, sera déterminé, bien évidemment, au vu d'un bilan qui devra coïncider avec la date de prise de possession, ou le plus près possible de la date de prise de possession, toutes les prises de possession ne faisant pas le dernier jour du mois. Alors, on revient sur ce que l'on disait, donc avant tout, une information la plus complète possible, et donc il y a toute une série de déclarations qui sont faites par le premier temps. On verra tout à l'heure que dans la notion de garantie de passif, il y a deux types d'actions possibles. La première, par rapport à un bilan de référence qu'on évoquera tout à l'heure. S'il y a des éléments qui venaient apparaître et qui ne figuraient pas dans ce bilan, effectivement, on pourra mettre en jeu la garantie de passif ou d'actifs qui auraient été consentis par les vendeurs. Ou s'il y a des déclarations qui s'avèrent fausses, à ce moment-là, effectivement, on peut mettre aussi en jeu cette garantie de passif. Alors, que du classique en matière de présentation de la société, sa date de création. On prévoit toujours dans ce type de document des annexes, donc qui peuvent être plus ou moins volumineuses en fonction de la taille de la société. Annexe qui là, on commence, effectivement, ce sera les statuts, ce sera un extrait cabis de la société, et on continue au niveau de l'information. Donc, vous voyez, par exemple, des informations très importantes, on précise que le gérant n'est pas rémunéré au titre de son mandat social. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont très importants et qui, bien évidemment, feront l'objet d'une vérification par l'acquéreur, soit à travers un audit comptable, soit ne serait-ce qu'à travers une analyse poussée du bilan. En règle générale, même chose, il faut toujours encourager aussi bien il faut encourager l'acquéreur, bien évidemment, pour le cas où il n'a pas d'expert comptable, à prendre un expert comptable, comme s'il n'a pas de conseil, à prendre un conseil. La notion de rédacteur unique dans ce type d'acte est quand même relativement compliquée, et pour pouvoir dormir tranquille, je vous conseille vivement, effectivement, d'encourager l'acquéreur à prendre un conseil. Nous avons une position de conseil du vendeur, ce pourquoi nous rédigeons le compromis, enfin le protocole. Les actes définitifs, souvent, comme souvent dans ce cas-là, seront préparés par le conseil de l'acquéreur. On continue notre description, donc on a décrit la société, en particulier le pédigré et l'historique de la société. On parle des baux commerciaux, du bail commercial, effectivement, c'est un élément essentiel du fonds de commerce, c'est le principal actif de la société, indépendamment de sa clientèle et autres, c'est le bail commercial dont elle est titulaire. Alors, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on peut trouver dans des baux, effectivement, des obligations d'information lorsqu'on a un changement de dirigeant ou un changement de majorité dans une société, et que cette absence d'information peut aller jusqu'à la résiliation du bail. Donc, comme toujours, soyez extrêmement attentifs sur la lecture du bail et n'hésitez pas à mettre le plus de précision possible sur le bail commercial et les conditions particulières que vous pouvez y rencontrer.
Ensuite, bien évidemment, après le droit au bail, le fonds de commerce. On décrit effectivement le fonds de commerce, d'un côté les éléments incorporels et de l'autre côté le matériel. Euh, un peu comme dans une vente de fonds de commerce, on fera à l'occasion de l'établissement des comptes, donc, et non pas à l'occasion de l'établissement de l'acte, mais à l'établissement des comptes de référence, il y aura un inventaire contradictoire qui sera fait aussi bien au niveau des immobilisations que du stock. Donc, on continue notre description et les déclarations des cédants, hein, donc ça c'est quelque chose de très important. Donc, où on décrit effectivement de façon poussée la société et en particulier le fonds. Vous voyez, on précise qu'il y a un site internet. Hein, de plus en plus, effectivement, on va trouver ces éléments à l'occasion de la vente d'une société. On rappelle, alors maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail, on précise effectivement quelles sont les créances et l'endettement et les engagements en bilan qu'a pu consentir la société. En ce qui concerne les créances et les dettes, on précise quand même auprès de quelle banque la société est titulaire de compte bancaire. On peut évoquer, parce que c'est souvent le cas dans ces cas-là, effectivement qu'il y a un compte courant d'associés important, puisque ça a été financé à l'origine, souvenez-vous, par des apports personnels qui avaient été faits. Donc tous ces éléments sont importants, ils sont détaillés, on va les retrouver dans le précédent bilan. Donc pour le moment, on continue notre description. Et voilà, on arrive au niveau des emprunts qui ont pu être contractés par la société. Et là aussi, soyez extrêmement prudents. Systématiquement, maintenant, dans les emprunts bancaires, on va se trouver en présence d'une condition, une clause de déchéance du terme sur un simple changement de majorité dans le capital. Donc, avant toute opération, il faut bien voir toute opération de cession de société, il faut s'assurer que s'il y a des emprunts bancaires, s'il prévoit la déchéance du terme, c'est-à-dire que si on ne les prévient pas et que se rendent compte, le banquier se rend compte qu'il y a eu un changement de majorité et que le terme du prêt est déchu, vous imaginez les conséquences que ça a sur un moment de l'acquisition. Donc, si par hasard on trouve ce type de clause dans le contrat de prêt, bien évidemment, il faut anticiper et donc se rapprocher tout de suite de la banque et voir dans quelles conditions, soit ils acceptent effectivement le changement de titulaire, enfin de détenteur du capital, soit dans quelles conditions on va pouvoir rembourser par anticipation cet emprunt. Donc soyez très très vigilants. Pourquoi? Vous imaginez, là on a un emprunt, je ne sais pas le montant exact, il était de 25 000 euros, donc c'est une somme qui pourrait être effectivement absorbée par la société en cas d'échéance du terme. Mais si on avait une somme de 100 000 euros, et que brusquement il fallait la rembourser, et là c'est imparable. Hein. Une clause de déchéance du terme, justement, pour changement de majorité au sein de la société emprunteuse, c'est imparable. Hein. Donc effectivement, soyez extrêmement vigilant là-dessus. Les sûretés, c'est les sûretés que la société a pu être amenée à donner. Donc il y a deux choses. La société peut donner des garanties. Donc imaginons qu'elle donne son fonds de commerce en nantissement, elle donne une garantie, elle peut recevoir des sûretés, c'est-à-dire que les garants peuvent effectivement, les associés peuvent se porter garant. Donc ça fait partie des éléments extrêmement importants. Pourquoi? Parce que même s'il y a une cession de part, si le capital change de main, les garanties qui ont pu être données par les précédents détenteurs du capital demeurent. Donc, bien évidemment, imaginez que l'acquéreur vienne à faire de mauvaises affaires, le banquier se retournera contre les précédents détenteurs. Vous imaginez les conséquences pour vous en tant que rédacteur de ce protocole si vous ne vous êtes pas assuré que les garanties ont bien fait l'objet de mainlevées, c'est-à-dire que les banquiers ont accepté les nouveaux associés comme nouveaux garants, et bien là vous allez avoir des soucis. Donc on continue, les créances commerciales, dans ce type d'activité, l'expérience montre qu'on a un compte client qui est très faible, hein, puisque par définition, les clients vont payer comptant, donc on n'a pas grand-chose en termes d'actifs. Les contrats commerciaux, bien évidemment, si les contrats ont été passés, que ce soit des contrats de fourniture, des contrats d'abonnement ou autres, télésurveillance, alarme ou autre, il est important d'en faire état, parce que, effectivement, ces contrats s'imposeront à l'acquéreur puisqu'ils auront été contractés par la société. On descend effectivement tous les engagements sociaux qui ont pu être pris par la société. En particulier, on va décrire les postes qui sont occupés, la convention collective qui s'applique, on va effectivement détailler s'il y a eu des procédures de licenciement collectif ou non, ainsi de suite. Donc, même chose, soyez très attentifs sur tout ce qui va toucher au social dans votre société. Nouveauté depuis l'année dernière, on est obligé aujourd'hui d'informer les salariés
2 mois avant la transmission de la société pour qu'ils puissent faire une offre. Bon, donc ça, il y a un petit côté gadget dans la mesure où on n'est pas tenu de leur indiquer les conditions de la cession qui est envisagée. C'est à eux de faire une offre, libre à eux de fixer un prix, et vous n'êtes pas tenu de l'accepter, encore moins de motiver votre décision. Toujours est-il qu'il y a un problème de confidentialité, bien évidemment, où quand vous êtes obligé de prévenir vos salariés 2 mois avant la vente que vous vendez l'affaire, ça va peut-être pas dans le bon sens en termes de pérennité, de maintien du personnel ou autre. Donc, même chose, mais c'est une obligation, il faut le faire. On continue à descendre nos déclarations, donc on fait état des assurances, que ce soit des assurances qui visent l'assurance incendie, dégâts des eaux, bris de glace, que ce soit des assurances qui vont toucher les personnes physiques. Donc on voit en particulier qu'il y a un contrat homme-clé, c'est-à-dire si la personne qui est assurée comme étant l'homme-clé vient à disparaître, ben effectivement la société va toucher une somme importante qui justement est prévue pour compenser la disparition du dirigeant opérationnel de la société. On fait état effectivement du stock, donc on rappelle qu'il y aura un inventaire. On précise que la société a toujours été gérée en bon père de famille depuis la fin de l'exercice précédent, puisque le document de référence, le document qu'on a pu donner à l'acquéreur, ce sont nos précédents bilans. On rappelle que la société n'est pas partie à des litiges. On peut avoir des litiges qui soient d'ordre commercial ou bien des litiges d'ordre social. En particulier, bon, il serait de bon ton, si on avait un contentieux devant les prud'hommes, de l'indiquer à l'acquéreur pour éviter qu'il se retrouve confronté au problème alors que vous êtes déjà parti avec votre prix de vente. Vous dorez au soleil sous les cocotiers. Donc aussi, on précise, et ça c'est très important, que la société a toujours respecté les délais pour l'établissement, le dépôt des déclarations et le paiement des charges. Pourquoi imaginer qu'effectivement il y a eu des décalages ne serait-ce que de TVA qui ont occupé de constater la clôture d'exercice en cas de redressement, effectivement ce sera facile d'aller chercher le cédant sur les déclarations qui ont été faites, en particulier sur celle dans laquelle il déclare que tout a été fait en temps et en heure. De son côté, le bénéficiaire, lui, il justifie qu'il a la capacité pour acquérir, donc il n'a pas d'incapacité qui pourrait découler d'une condamnation au tribunal de commerce, comme quoi il a une interdiction de diriger, gérer, administrer une société, qu'il n'est pas en état d'environnement judiciaire. Donc effectivement, l'acquéreur justifie de sa capacité, vous devez vous assurer de sa capacité. Il n'y a rien de plus désagréable que lorsque vous faites, imaginons après cette session, vous faites une publicité légale pour changement de gérant et vous avez votre formalité qui revient avec l'impossibilité de désigner M. X comme gérant puisqu'il a fait l'objet d'une condamnation. Donc même chose, attention à votre responsabilité, soyez très vigilants sur ce type de problèmes qui peuvent se poser. Heureusement, ce n'est pas très courant, mais les tribunaux ont tendance à donner de plus en plus de condamnations, d'interdiction de gérer, diriger, administrer une société pour des durées qui vont de 5 ans, 7 ans, 10 ans. Donc il est bon que vous vous renseigniez par rapport à ça. Alors là, on arrive à la transmission, enfin la négociation proprement dite, puisque là, après ces déclarations, après la désignation de la société, des points importants qui caractérisent aussi bien son actif que son passif, on arrive à la cession proprement dite. Donc on a une promesse de la part des deux propriétaires de vendre la totalité du capital, et que le bénéficiaire, lui, de cette promesse, l'acquéreur, lui, il a une faculté de substitution, éventuellement de substituer une société pour acquérir ses parts, ou d'autres personnes physiques dont il demeurerait garant. Alors, le point le plus important dans une cession de société, c'est la détermination du prix. Pourquoi? Parce que le prix va varier systématiquement en fonction du bilan qui sera arrêté à la date de transmission. Dans le cas qui nous intéresse, on a raisonné sur la situation nette, c'est-à-dire les capitaux propres, capital plus réserve, et on a un engagement de la part des cédants que les capitaux propres soient au moins égaux à 30 000 €, enfin, le jour de la cession, ce qui détermine le prix. Donc, toute variation de cette situation nette, c'est-à-dire à l'occasion de l'arrêté des comptes, aura une incidence sur le prix. Traditionnellement, il n'y a pas d'incidence à la hausse, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est indiqué pour une situation nette, que cette situation nette baisse, le prix baissera, que cette situation nette soit en hausse, le prix ne bougera pas et on restera au prix qui a été fixé. On prévoit effectivement les modalités de variation de prix, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, et la conséquence, effectivement, c'est que pour être d'accord sur le prix définitif, il faut qu'on soit d'accord sur le bilan de référence. Donc on prévoit les modalités d'arrêté de ce bilan, ce sera
le cabinet du cédant qui arrêtera ce bilan de référence. Il sera soumis au cabinet d'expertise comptable de l'acquéreur qui aura un délai pour y répondre. En règle générale, on prévoit une clause de conciliation, c'est-à-dire qu'en cas de désaccord entre les experts comptables respectifs, à ce moment-là, on prévoit la désignation par le président de l'ordre des experts comptables, de la désignation d'un médiateur, enfin d'un expert comptable qui sera chargé, lui, de déterminer les éléments, le bilan de référence, justement d'arrêter le bilan de référence et de par là même déterminer le prix. L'expérience montre que ces contentieux sont très longs. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà obtenir la désignation d'un expert, que celui-ci soit disponible pour rencontrer les parties, que, en fonction des problèmes qui peuvent se poser, de la nature des difficultés que l'on a rencontrées à l'occasion de l'arrêté des comptes, par exemple détermination des travaux en cours. Alors, on n'est pas concerné dans notre petit restaurant, mais on peut très bien avoir des activités de prestataires de services où la gestion des encours, la comptabilisation des encours peut être sujet à caution, puisque ça, comme avec un stock, si vous faites varier le prix du stock, vous faites varier effectivement votre bénéfice. Et on peut avoir des cédants un peu mal intentionnés qui auront tendance à gonfler, peut-être pas toujours le stock, mais par contre pourront gonfler les travaux en cours. Et par là même, donc, ce serait la porte ouverte à une contestation par l'acquéreur qui, à l'occasion de la vérification des encours, se rend compte que ces encours sont un peu bidons. Donc, il faut bien voir que ce type de travaux de remontée des encours, de déterminer les encours à une date donnée, qui est déjà éloignée dans le temps, hein, puisque là, on peut être 6 à 12 mois après l'arrêté des comptes de référence. Effectivement, ça peut être extrêmement compliqué, avec un coût très important de la part de l'expert lorsqu'il doit refaire ce travail de détermination des encours. Donc, sachez que le recours à l'expert comptable, c'est souvent des problèmes, enfin des problèmes. Autant se mettre d'accord à l'amiable sur les comptes de référence plutôt que d'avoir recours à une procédure de conciliation qui, elle, sera longue et coûteuse pour chacune des parties. Donc, on a déterminé un prix, on a déterminé les modalités de détermination du prix, ce qui est le plus important, hein. Le prix doit être déterminé ou déterminable, hein, ça c'est capital. Et ensuite, on prévoit les modalités de paiement. Donc, puisque on a un peu une idée du prix définitif, puisqu'on a le bilan précédent, on va prévoir de séquestrer une petite partie de ce prix entre les mains du conseil du vendeur. Et cette partie du prix sera séquestrée jusqu'à la production du bilan définitif. Bilan définitif, alors donc ça peut prendre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Ensuite, il y a l'audit qui peut être fait par l'expert comptable de l'acquéreur, donc on peut rajouter 15 jours ou 1 mois. Donc effectivement, pendant 3 mois, cette somme va être séquestrée, et dès que les parties sont d'accord sur le bilan définitif, soit elle est versée au vendeur, soit elle est reversée en tout ou partie à l'acquéreur, si effectivement on a une variation du prix à la baisse. Donc, on insiste beaucoup, détermination du prix, modalité de détermination de ce prix, modalité de paiement, et par prudence, prévoyez toujours une partie du séquestre, parce que c'est toujours plus facile de gérer effectivement une diminution du prix quand vous avez l'argent qui est séquestré, plutôt que de retourner chercher le vendeur, qui effectivement peut-être plus dépenser cet argent. Alors, on prévoit donc maintenant, si vous voulez, le dernier volet. Là, on a vu qu'on avait les déclarations. Ensuite, on a la cession proprement dite avec la détermination du prix, les modalités de paiement du prix. Et ce qui va bien évidemment avec tout ça, c'est la garantie de l'actif et le passif. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que le vendeur sait ce qu'il vend. En général, il sait s'il y a des cadavres dans le placard ou s'il y a des problèmes potentiels sur la société, et que par contre, l'acquéreur, lui, bien évidemment, n'en a pas connaissance. Donc, pour garantir toute mauvaise surprise, le cédant, enfin les cédants dans le cas qui nous intéresse, donne une garantie. Hein, on verra que cette garantie, là on l'a articulée sur des sommes qui étaient dues par la société au cédant, c'est-à-dire sur des comptes courants dont était titulaire le cédant. Et on a déterminé les modalités de remboursement de ce compte courant, donc de la créance que détient le vendeur contre la société, en fonction du délai pendant lequel elle va courir cette garantie de passif, en général 3 ans plus l'exercice en cours, 3 exercices plus l'exercice en cours. Donc on essaie en général d'aller effectivement au moins jusqu'au 31 décembre, au bout des 3 ans. Donc oui, pourquoi on prévoit une garantie d'actifs? Parce qu'imaginez qu'il y a dans les déclarations, dans le bilan, on voit apparaître des créances clients, ces créances clients ne sont pas rentrées, donc on a un appauvrissement de la société, hein, c'est-à-dire que
ça vient diminuer les sommes qui auraient dû rentrer normalement dans la caisse. Ou au contraire, au passif, on a des dettes qui n'ont pas été comptabilisées. Et ces dettes, ben, bien évidemment, c'est un complément de prix que doit payer l'acquéreur. Donc, pour éviter d'avoir ce type de problème, on prévoit une garantie d'actifs et de passifs. Alors, même chose, on va déterminer dans cette garantie d'actifs et de passifs les modalités financières, c'est-à-dire qu'on va déjà la plafonner. Alors, pour la petite histoire, sachez que les plafonnements de garantie d'actifs et de passifs, c'est-à-dire le montant maximum pour lequel sera appelé le cédant, c'est quelque chose qui est assez récent. On a vu apparaître ça il y a à peu près une dizaine d'années. Avant, sur les garanties d'actifs et de passifs, il n'y avait pas de plafond, c'est-à-dire que ça pouvait aller bien au-delà du prix qu'avait encaissé l'acquéreur. Donc, pour des raisons de prudence, aujourd'hui, on va plafonner ça à des sommes qui doivent être en cohérence par rapport au bilan, par rapport au risque maximum que l'on peut évaluer fiscalement et socialement, hein, puisque c'est les principaux problèmes auxquels on pourrait être confronté votre acquéreur. Hein, c'est des garanties vis-à-vis de l'administration fiscale et vis-à-vis de l'URSSAF. Donc on a prévu un plafond de 40 000 euros, on est un peu au-dessus du prix, mais enfin bon, on est cohérent, et on a prévu une sorte de seuil de déclenchement, c'est pas une sorte de franchise. Enfin, on a différents termes, c'est-à-dire en dessous duquel, en dessous des 5 000 euros, par exemple, imaginons qu'il y ait une facture qui n'avait pas été comptabilisée, par exemple de 2 500 euros, là, on ne va pas aller chercher l'acquéreur. Le vendeur, l'acquéreur paiera cette somme puisqu'on est à l'intérieur de notre seuil de déclenchement de 5 000 euros. Par contre, on a une facture de 6 000 euros, on est au-delà de notre seuil de déclenchement, donc ça va revenir au premier euro. Et donc à ce moment-là, effectivement, c'est 6 000 euros qu'on réclamera à l'acquéreur. Alors, donc, il est bien évident que ce bilan, cette garantie, elle s'appuie sur un bilan, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un bilan de référence, arrêté à la date de référence, qui correspond à la date de transfert de propriété départ et la prise en main de la gestion de la société par notre acquéreur. Et donc, effectivement, on prévoit les modalités d'exécution. Et on voit bien que la garantie de la garantie, hein, c'est ce que vous allez voir maintenant, c'est les modalités de remboursement de ce compte courant, puisqu'on a un plafond de 40 000 euros pour la mise en jeu, mais on a une garantie de 20 000 euros, hein, qui correspond au solde du compte courant de la société cédant. Et on prévoit de le rembourser par échéance de 2 fois 5 000 euros en 2016 et 2017 et 10 000 euros en 2018. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Alors que ce soit du compte courant ou une garantie bancaire dégressive qui est donnée par le cédant, il n'y a pas de problème. Ça fait partie des éléments auxquels vous serez confrontés. Attention, on a des garanties qui sont ce qu'on appelle les garanties indépendantes qui pourraient être demandées par l'acquéreur. Soyez extrêmement vigilants, en particulier sur les garanties à première demande, puisque la garantie à première demande est complètement indépendante de l'objet du litige, et c'est comme si vous donniez à votre acquéreur une liasse de billets de banque et qu'il puisse tirer dedans sans avoir à en justifier, puisque à première demande, comme le nom l'indique, la banque est tenue de lui débloquer les fonds. Donc soyez très vigilants, la caution bancaire là, doit être en relation effectivement avec l'objet de la garantie qui est donnée, et même chose, très difficile d'aller contre une caution bancaire qui a été donnée. Assurez-vous de la réalité des garanties qui sont données, assurez-vous du texte de la caution bancaire qui vous est communiqué. Souvent, on peut avoir des problèmes d'interprétation, donc soyez très très vigilants sur la caution bancaire. Ce qui peut se faire aussi, ce qu'on fait dans les opérations un peu plus importantes, on prévoit au protocole le texte de la caution que l'on demandera à la banque de nous donner. Donc là, vous n'avez pas de surprise particulière, puisque c'est vous qui avez arrêté le texte, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la garantie bancaire. On prévoit une clause de non-concurrence, bien évidemment, hein, garantie du fait personnel, où le gérant principal associé prend des engagements en termes en matière géographique ou en matière de durée dans le temps. Alors, quelques petites conditions particulières. Le cédant s'engage à prêter son concours, souvent de façon gracieuse. Et puis voilà la chose la plus importante, puisque là vous avez vu qu'on a déroulé complètement un acte de vente, mais cet acte de vente, bien évidemment, il est subordonné à la réalisation d'un certain nombre de conditions. La première et la plus importante, celle qu'on va retrouver le plus souvent dans ce type d'acte, c'est justement l'obtention d'un ou plusieurs prêts qui va destiner à financer l'acquisition ou financer des travaux éventuellement qui sont prévus.
Le reste, eh ben, tenez, on évoquait tout à l'heure la caution qui avait pu être donnée par le vendeur en garantie d'un emprunt contracté par la société, mais il faut qu'on obtienne cette malvée. On doit s'assurer aussi qu'il n'y a pas de problème sur l'exploitation proprement dite du fonds de commerce. Donc, comme en matière de fonds de commerce, on aura des renseignements d'urbanisme, un certificat d'alignement, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui va toucher à l'urbanisme. Bah, que l'acquéreur soit en vie, ça c'est la moindre des choses. Quand on vous dit qu'un inventaire des stocks soit établi, bon, ça c'est un petit caractère protestatif sur ce type de clause, hein, puisqu'on est bien d'accord, une condition suspensive pour être valable doit dépendre de la décision d'un tiers. Donc l'exemple type c'est le prêt bancaire. Par contre, qu'un inventaire, donc, puisque là ça dépend de chacune des parties, là on pourrait mettre en cause la validité d'une telle clause. Pour moi, ça a le mérite d'exister, de figurer comme étant une obligation de chacune des parties de procéder à un inventaire. Voilà, donc on prévoit la date limite à laquelle ça doit intervenir. Pour le cas où effectivement cette date ne serait pas atteinte, prévoyez de faire un avenant au protocole dans lequel on repousse cette date à une date plus proche de la réalité. Alors ça c'est très fréquent du fait des banques actuellement où les délais de déblocage sont très longs, les délais d'examen, de rédaction des contrats de prêt, des offres de prêt, des délais de rétractation qui sont offerts aux emprunteurs. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être amenées à varier. Voilà, dernier point, donc contrairement à ce qui se passe en matière de fonds de commerce, où c'est l'acquéreur qui va payer la totalité des honoraires, hein, ça c'est vraiment un usage. Là, on a les honoraires de chacun des conseils sont supportés par les parties. Et c'est quand même plus cohérent dans la mesure où, effectivement, c'est toujours difficile d'avoir, dans ce type d'opération, il y a des négociations qui sont plus pointues qu'en matière de vente de fonds, en particulier en matière de garantie d'actifs et de passifs. Ce serait malvenu de faire supporter à l'acquéreur les honoraires du conseil du vendeur. Voilà, donc on a bouclé un petit peu ce document. Les points les plus importants que vous devez toujours avoir présents à l'esprit. Il faut que les déclarations qui sont faites par les cédants soient les plus précises et les plus complètes possibles. On ne puisse pas venir nous rechercher parce qu'on aurait fait des fausses déclarations. C'est une des conditions de mise en jeu de la garantie de passif. Que le prix soit facilement déterminable, hein, les modalités d'arrêté du prix soient facilement compréhensibles, facilement interprétables, qu'il n'y ait pas de difficulté sur l'arrêté du prix. Hein, c'est-à-dire, donc, soyez très vigilants sur les conditions, enfin les clauses de variation de prix. Et dernier point, la garantie d'actifs et de passifs. Soyez vigilants aussi sur le plancher ou le seuil de déclenchement, sur la durée, sur les garanties qui peuvent être apportées par le cédant. Voilà. Pour la toute petite histoire, sachez que quand j'ai commencé dans ce métier il y a bientôt 40 ans, on commençait par les protocoles de cession, donc qui comportaient une garantie d'actifs et de passifs, tenaient sur 2 pages recto verso. Effectivement, il y avait très peu d'informations, c'était vraiment quelque chose de très sommaire. Et c'est l'apport du droit anglo-saxon, souvent qu'on peut s'en féliciter dans le cas qui nous intéresse, c'est l'apport du droit anglo-saxon qui a fait qu'on est arrivé petit à petit à avoir des protocoles et des accords de garantie beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus précis, et qui prêtent moins le flanc à la critique que les documents qu'on pouvait établir il y a maintenant fort longtemps. Voilà, bon courage, on se retrouvera pour la prochaine séance qui concernera le dépôt de bilan, enfin tout ce qui va concerner les procédures collectives. Voilà, bon courage à vous, travaillez bien. Merci.